À l'ordre, s'il vous plaît, la Commission des relations avec les citoyens reprend ses travaux. Nous recevons donc les représentants de AXTRA, l'Alliance des centres conseils en emploi. Mesdames, bienvenue à la Commission. Alors, les 10 prochaines minutes seront à vous d'abord pour vous présenter, ensuite pour donner les grandes lignes, j'imagine, de vos recommandations, de votre mémoire. Ensuite, nous allons procéder à un échange avec les parlementaires. Alors, le temps est pour vous. Merci. Enchantée, chers membres de la Commission. Mon nom est Valérie Roy, directrice générale d'AXTRA, l'Alliance des centres conseillers en emploi. J'ai le plaisir d'être accompagnée aujourd'hui par Mme Lynne Laplante, directrice générale de l'organisme Droit à l'emploi, Mme Rosalie Dilolo, directrice générale de l'organisme Centre Génération Emploi, et de Mme Joanne Allaire, directrice générale de l'organisme Perspective Carrière. Donc, merci beaucoup de nous accueillir pour vous présenter aujourd'hui notre mémoire, l'immigration comme projet de vie et de société, le rôle de l'intégration professionnelle. Vous l'aurez compris, AXTRA, l'Alliance des centres conseils en emploi, nous sommes un regroupement provincial de 100 organismes d'aide à l'emploi, 100 centres conseils en emploi répartis à travers la province qui offrent à près de 100 000 personnes, plus de 90 000 personnes chaque année des services d'intégration et de maintien en emploi, tout particulièrement une trentaine d'organismes membres d'AXTRA répartis un peu partout sur le territoire québécois sont spécialisés auprès de la clientèle immigrante pour leur intégration et le maintien en emploi et ils ont des ententes à la fois avec le ministère de l'Immigration et le ministère de l'Emploi. Donc, comme vous l'avez sûrement constaté à la lecture de notre mémoire, nous avons vraiment regroupé sous 3 enjeux clés, 3 grands enjeux prioritaires pour nous, les recommandations que nous vous présentons aujourd'hui. Donc, le premier, un leadership gouvernemental ciblé. Alors, depuis plusieurs années, on le nomme, vous ne serez pas surpris de lire dans notre mémoire les nombreuses embûches que les personnes immigrantes, mais aussi les personnes intervenantes dans leur écosystème, des embûches qu'on doit faire face tous les jours par rapport à l'accès aux services, par exemple. Il y a des structures administratives qui s'alourdissent. On a besoin de lois qui sont plus flexibles, mieux adaptées aux besoins réels de la population immigrante. Également, on a besoin d'avoir des emplois décents pour tous, particulièrement les travailleurs étrangers ou travailleuses étrangers temporaires, mais aussi pour les personnes immigrantes qui arrivent ici, les nouvelles personnes nouvellement arrivées. Il faut avoir des emplois décents avec des conditions de travail équitables. Et aussi, vous comprendrez qu'on continue la lutte, la sensibilisation pour contrer les obstacles systémiques. Alors, en ce qui a trait aux structures administratives, un élément qu'on a fait ressortir dans le mémoire, quand on parle d'embûches administratives, c'est clair que l'accès à la francisation est un enjeu. Vous l'avez entendu par d'autres intervenants devant cette commission. Il faut accélérer l'accès à la francisation. Il faut aussi pouvoir faire un effort pour que les personnes puissent avoir, une fois qu'ils ont accès, qu'ils ont des professeurs. On sait qu'il y a une pénurie par rapport aux classes en immigration, aux professeurs, aux enseignants. Ça, c'est un enjeu auquel les personnes immigrantes doivent se buter malheureusement. Également, les permis de travail. C'est important d'avoir un assouplissement en ce qui a trait au permis de travail, les modalités de permis de travail fermés. Il faut également aussi travailler avec vos homologues fédéraux par rapport à ça. Donc, je laisserai la parole à Mme Lynne Laplante qui va également vous souligner quelques enjeux de terrain par rapport au thème 1. Merci Valérie. Ce qu'on remarque sur le terrain, c'est que malgré l'offre accrue en francisation, les délais pour débuter sont souvent longs et la nouvelle obligation de s'inscrire via la plateforme électronique uniquement en français devient déterminante. Comment une personne qui n'a pas accès à l'informatique et qui ne comprend pas encore la langue peut-elle accéder à la francisation si elle est incapable de s'inscrire? Ce sont les organismes terrain qui se retrouvent à les accompagner pour le faire. Ensuite, la personne doit attendre d'obtenir sa place, tout cela en gardant en tête qu'elle n'a que 6 mois avant d'obtenir des services uniquement en français. Un autre enjeu très parlant touche les permis de travail fermés versus ouverts. Au-delà de l'obligation où se retrouvent les travailleurs face à l'employeur, lorsque celui-ci ne peut leur offrir du travail à temps plein, tel que prévu lors de l'embauche, le permis de travail fermé les empêche de trouver un autre travail pour combler le manque à gagner. Et pour réussir à changer la situation, il faut porter plainte, ce qui les rend très mal à l'aise par loyauté à l'employeur.
Oui, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on recommande, nos deux premières recommandations, c'est vraiment la mise en place d'un cadre réglementaire pour assorti de mécanismes de surveillance et de sanctions pour protéger davantage les travailleuses, travailleurs étrangers temporaires, assurer des conditions de travail décentes. Et aussi, notre deuxième recommandation est de reconnaître l'existence d'obstacles systémiques auxquels ces personnes font face malheureusement lorsqu'elles arrivent et y consacrer une orientation spécifique dans votre présent exercice là, de planification de l'immigration au Québec. Si on va vers l'enjeu 2 des milieux d'accueil ouverts, prêts et inclusifs, c'est sûr qu'il y a encore un enjeu de sensibilisation, il y a encore un manque de sensibilisation, il faut pallier à ce manque. Donc, il faut continuer à promouvoir l'acceptation, la différence culturelle, la tolérance, le dialogue, et ça, bien sûr, à l'échelle de la société, mais beaucoup, beaucoup dans les milieux de travail et aussi dans les équipes, pas seulement par rapport à la haute direction, mais aussi dans toutes les strates des milieux de travail. C'est très important que les employeurs aient les bons outils une fois que les personnes sont intégrées, les personnes nouvellement arrivées, une personne immigrante, mais aussi pour les maintenir en emploi. Malheureusement, sur le terrain, on constate encore des préjugés qui existent. Donc, c'est important de déployer les efforts et je vous dirais aussi de sensibiliser euh, par des moyens de communication publique de plus grande envergure. Là, vous le savez, dans le mémoire, si vous avez lu cette section-là, vous savez qu'on parle, on donne l'exemple d'une campagne nationale de sensibilisation des avantages de l'immigration, comme celle qui a été faite, à l'instar de celle qui a été faite en Ontario sur la santé mentale et la santé et sécurité en milieu de travail. Donc, je laisserai ma collègue Rosalie Diolo vous entretenir également sur notre enjeu 2. Oui, merci Valérie. Or, nous, ce que nous remarquons sur le terrain, c'est que le système d'immigration québécois est conçu et fonctionne dans une perspective très nord-américaine. Il est à caractère hautement procédural, technologique et individualiste, ce qui contraste avec la majorité des personnes immigrantes reçues au Québec, qui, elles, viennent de systèmes plus collectifs. Ils sont souvent structurés de manière moins procédurale et moins technologique. Une inclusion réussie, durable et en français des personnes immigrantes demanderait que le système québécois s'attarde plus longuement sur la mise en place d'initiatives et sur le déploiement de ressources s'inspirant du domaine de l'équité, de la diversité et de l'inclusion. L'application des principes de l'EDI au plan d'immigration du Québec aiderait à soutenir plus adéquatement l'intégration des personnes immigrantes en favorisant des chances égales pour tout le monde. Nous croyons donc qu'un système de transition qui permet aux personnes immigrantes de mieux comprendre notre société à travers des référents qui leur sont plus familiers est un processus gagnant pour toutes les sphères de la société. Oui, voilà pourquoi notre troisième recommandation est le déploiement d'une campagne de sensibilisation sur la part des personnes immigrantes en ciblant le public, le grand public plus largement, puis les entreprises et les équipes de travail. C'est une recommandation qui avait été faite devant cette commission il y a quelques années de la part d'Axtra. Et la recommandation 4 est de recourir à l'expertise des personnes expertes, des personnes intervenantes au sein des centres conseils en emploi spécialisés en immigration pour accompagner les entreprises, surtout les PME, petites entreprises, dans une réelle application des principes d'équité, de diversité et d'inclusion en milieu de travail. Donc, si on va vers le troisième thème, des services accessibles, flexibles et adéquatement financés, ben, on ne vous cachera pas qu'il faut assouplir les critères d'admissibilité. Ils doivent évoluer au même rythme que les profils des personnes nouvellement arrivées évoluent. Il faut les accompagner. Il faut avoir une flexibilité dans le financement. On ne parle pas nécessairement de hauteur, mais de flexibilité dans l'utilisation des fonds pour mieux intégrer, maintenir en emploi on dit notamment dans notre mémoire que l'ensemble des travailleuses et travailleurs temporaires devraient avoir accès au service public d'emploi, peu importe la nature, la durée restante de leur permis de travail. Donc, on a des nouvelles personnes en sol québécois avec des nouveaux profils, des nouveaux contextes. Il faut adapter rapidement les critères d'admissibilité au service. Et je laisserai ma collègue Joanne Allaire finaliser notre intervention sur l'enjeu 3. Oui, merci Valérie. En ce qui me concerne, j'aimerais vous entretenir sur les personnes demandeuses d'asile. On dit qu'on veut offrir un emploi décent pour tous, alors que les demandeurs d'asile qui ont un permis de travail ne savent ni comment commencer, par où commencer, ni comment fonctionne le monde du travail au Québec. Durant leur présence sur le territoire, l'emploi est un enjeu prioritaire pour ces personnes vulnérables, car elles disposent généralement de peu de ressources financières à leur arrivée au Québec. Même si elles souhaitent ardemment contribuer à la société qui les accueille, elles se trouvent confrontées à des barrières importantes en matière d'intégration professionnelle et de maintien en emploi.
Face à tous ces enjeux, une approche globale est nécessaire afin de prendre en compte les aspects professionnels, familiaux, éducationnels, culturels et économiques de ces individus. Il est irréaliste de penser que le parcours d'intégration en emploi de toutes les personnes nouvellement arrivées en sol québécois puisse être linéaire, simple et terminé après seulement quelques semaines d'accompagnement. Il est donc primordial que le gouvernement élargisse rapidement l'accès aux services publics d'emploi à toutes les personnes immigrantes en droit de travailler, et ce, dans une approche globale, accompagnée par des spécialistes qui ont développé leur expertise depuis plusieurs années. Merci. Oui, Madame Allard vient de le dire, c'est notre recommandation 5 d'offrir des services publics d'emploi à toutes les personnes immigrantes, peu importe le statut ou la nature de leur permis de travail. 2 dernières recommandations, 6 et 7, on parle de la plus grande flexibilité donnée aux organismes qui interviennent sur le terrain pour offrir cette prestation de services publics d'emploi-là aux personnes et accroître leur capacité d'intervention et d'adaptation et d'augmenter le financement pour les organismes qui accompagnent les personnes immigrantes et les entreprises aussi, en portant une attention particulière aux besoins régionaux et avec les besoins particuliers partout au Québec. Donc, ce serait la clôture de notre présentation. Je vous remercie beaucoup et je conclurai en disant que on a un impact significatif quand même sur les différentes communautés, des membres d'Axtra qui interviennent auprès de la clientèle immigrante. Et je pense que autant la mission d'Axtra, des organismes qu'on représente, que celle de votre ministère, on a la même mission, mais je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur le besoin des individus qui sont pris malheureusement dans des structures parfois trop rigides, qui ne vont pas assez vite pour répondre aux besoins. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, mesdames. Alors, on en est déjà rendu à la période d'échange avec les parlementaires. On va tout de suite s'engager auprès du gouvernement avec la ministre qui vous a accordé quelques petites secondes pour terminer votre présentation. Alors, Madame la ministre, vous avez 15 minutes 40 secondes. Merci, Madame la Présidente. Bonjour à vous quatre. Merci de contribuer à cet échange, à cet exercice démocratique. On vous sent très engagé dans votre mandat professionnel. C'est beau à voir. Donc, merci de partager votre perspective, vos visions et vos propositions. Je me plongerai dans votre mémoire en commençant par la page 10. Puis, en fait, Madame Roy, vous y avez fait référence. C'est quant à la création, en fait, de campagnes de sensibilisation. Donc, vous nous invitez à orchestrer une campagne à l'échelle nationale sur les avantages de l'immigration. Alors, je voulais souligner dans un premier temps que le ministère, le MIFI, a eu l'occasion d'organiser une campagne de cette nature-là, pas plus tard qu'en mars dernier. En fait, on en a mené quelques-unes, mais la plus récente est en mars dernier, avait pour titre D'ailleurs et d'ici, nous avons le Québec en commun. Donc, c'est une campagne qui présentait une série de portraits de Québécois issus de l'immigration, puis qui avait eu un processus d'intégration réussi. Et on a aussi l'occasion, depuis 20 ans, à tous les ans, d'organiser les célébrations autour de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles, où on remet des prix à des personnes, des organisations qui se sont distinguées en lien avec l'intégration de personnes immigrantes ou encore la diversité ethnoculturelle. Alors, je me demandais si c'était des exemples de ce que vous aviez en tête quand vous nous invitez à mettre de l'avant des campagnes de sensibilisation. Oui, bien sûr, c'était des bonnes campagnes, mais on veut qu'elles continuent, ces campagnes-là. Puis on mettait aussi beaucoup d'accent dans notre mémoire sur l'importance d'avoir des outils pour les employeurs. Parce que je le répète, au Québec, c'est souvent des petites et moyennes entreprises. Ils n'ont pas peut-être tous les outils qu'il faut pour bien sensibiliser leurs personnes, leur entourage, de la part des personnes immigrantes à l'économie et tout ça québécoise, au tissu social. Mais oui, effectivement, les campagnes que vous avez nommées, on les a vues. On pense qu'il faut davantage, il faut les poursuivre. Il faut en donner. C'est pour ça qu'on donnait, par exemple, on donnait celle là, qui avait eu lieu en Ontario. Il y en a, chez cette province-là, en fait, depuis plusieurs années, parce que nous, on était venus devant cette commission-là, il y a quelques années, on avait demandé d'investir dans des campagnes de sensibilisation au grand public. On salue les efforts qui ont déjà été faits. On veut les poursuivre et pour représenter des organismes qui travaillent, et j'insiste, avec des employeurs aussi, parce qu'il faut aussi des employeurs au Québec à bien intégrer et bien garder en emploi et bien former ces personnes-là. Ils ont besoin d'outils de sensibilisation. Puis je peux peut-être laisser une de mes collègues là, qui travaille avec des entreprises dans la région de compléter mon intervention.
Je peux peut-être me permettre d'ajouter, Valérie, tu fais référence aux petites et moyennes entreprises. C'est effectivement une réalité où, quand il y a seulement quelques travailleurs et qu'on intègre une nouvelle personne issue de la diversité, quelquefois les préjugés racistes, la discrimination dont peut faire l'objet le nouveau travailleur vient affecter directement le milieu de travail. Fait que, oui, les publications ou les campagnes de publicité à grande échelle sont super importantes, mais il faut aussi aller travailler vraiment terrain pour préparer le milieu à accueillir la personne qui va se joindre. Parce qu'on entend trop souvent des situations où la discrimination va se vivre une personne à la fois, là. Penser par exemple à des guides d'intégration des personnes immigrantes dans le milieu de travail, préparation des équipes déjà en place qui vont cohabiter. Oui, j'ai vu ça dans plusieurs régions, là. Des guides qui font connaître la région, mais aussi qui donnent des repères sur la culture d'entreprise, organisationnelle et tout ça. Okay. Oui, c'est sûr que les programmes, les PAC, les programmes d'appui aux collectivités, quand on vient donner de la formation en milieu de travail pour préparer la nouvelle communauté ou le nouveau groupe de travail à accueillir la personne, ça peut juste être bénéfique pour tout le monde. OK. Bien, merci. Je vous amènerai maintenant à la page 3, puis des commentaires que vous avez eus tout à l'heure aussi dans votre présentation. Vous mentionnez en fait que, bon, d'une part, vous avez mentionné que Francisation Québec était disponible qu'en français. J'aimerais tout de même souligner qu'on a des capsules linguistiques en anglais et en espagnol pour aider les personnes à compléter les formulaires pour s'inscrire dans le processus de Francisation Québec. Donc, c'est important de le faire savoir parce que je pense que ça peut être très utile pour les personnes concernées. Vous mentionnez donc qu'Accompagnement Québec et Francisation Québec viennent en fait complexifier le parcours des personnes immigrantes et puis que certaines, en fait, n'oseraient pas demander l'aide de l'État par crainte, en fait, de travailler, collaborer avec une instance gouvernementale. Donc, est-ce que vous pourriez élaborer un peu plus sur ces craintes que vous percevez, puis quelles mesures de solution vous verriez à mettre de l'avant? Je vais laisser mes collègues répondre. C'est quelque chose qui est observé sur le terrain, effectivement. Oui, bien, c'est sûr et certain qu'il y a plusieurs personnes issues de la diversité qui vont nous arriver avec une crainte ou une peur du gouvernement. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on va entendre souvent. Fait qu'à partir du moment où on leur dit qu'ils doivent s'inscrire via la passerelle officielle du gouvernement, puis je souligne entre autres, oui, les capsules sont disponibles en anglais et en espagnol, mais le formulaire, lui, est uniquement en français. Fait que la personne a besoin de soutien pour être capable de le compléter parce qu'ils ont toujours peur quand ils vont faire affaire avec le gouvernement ou une instance de peur de représailles ou de subir des problématiques en lien avec ça. Fait que c'est sûr que quand on leur dit que c'est le gouvernement, qu'on doit s'inscrire, qu'on doit passer, bon, l'AI, la plateforme Arima, et ensuite de pouvoir découler dans les services, on la sent, cette crainte-là, de plusieurs personnes issues de l'immigration. Fait que nous, ce qu'on dit, c'est quand on arrive à mettre une personne en lien, qui est terrain avec la personne pour la rassurer, pour bien l'accompagner, pour l'aider à compléter ses formulaires, ses demandes, obtenir l'ensemble de ses papiers, de ses reconnaissances, de tout ce qu'elle a besoin pour pouvoir bien s'intégrer, ça vient la rassurer. Parce que nous, au Québec, on est habitués, comme Nord-Américains, comme Rosalie disait tout à l'heure, de faire affaire avec les différentes instances gouvernementales, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Oui, je peux comprendre la perspective différente là, qu'ont des personnes immigrantes. Aux pages 4 et 5, vous mentionnez qu'en exigeant que les employeurs se conforment à des normes strictes, le gouvernement pourrait réduire les risques d'exploitation ou de traitement injuste que pourraient subir certains travailleurs. Donc, j'aimerais vous entendre, en fait, sur les améliorations que vous proposez dans l'encadrement, là, parce qu'il y a déjà un encadrement qui est offert, assuré par le gouvernement, notamment les EIMT, l'escouade qui a été mise en place avec le CNESST. Donc, qu'est-ce que vous verriez comme mesures additionnelles qu'on puisse mettre en place pour avoir un encadrement plus complet?
Dans le mémoire, on parlait notamment d'assouplir les permis de travail, qu'ils soient ouverts ou du moins de façon sectorielle, les ouvrir davantage, parce que c'est sûr que ce qu'on entend beaucoup de la part de nos collègues sur le terrain, c'est qu'il y a quand même beaucoup, malheureusement, de situations où la personne immigrante est quand même prise. Vous l'avez entendu souvent devant cette commission, elle n'a pas de recours. Donc, et le problème avec tout ça, c'est que je pense que le gouvernement a quand même une responsabilité oui, vous avez parlé des escouades, vous mettez des moyens en place, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a encore beaucoup de personnes immigrantes qui ne peuvent pas changer d'emploi. Ils sont pris dans des situations plus précaires. Et aussi, quand ils arrivent ici, souvent, l'emploi, il va être alimentaire ou il va être au noir. Donc, et ça s'ajoute un peu à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport, des fois, aux ruptures qu'ils ont avec les institutions dans leur pays d'origine. Donc, ça vient alimenter peut-être la crainte aussi de prendre davantage un pas de l'avant et de changer de travail, de dénoncer des situations. Donc, je ne sais pas si mes collègues veulent ajouter par rapport à ça, ce qu'on dit en mémoire. Oui, vas-y. Ouais. Oui, j'aimerais ajouter un élément qu'on a vécu, nous, d'un participant, on les appelle les participants. Il est arrivé au pays avec toute sa famille, avec un permis de travail fermé. Et alors qu'il est arrivé à l'avance pour se préparer à son nouvel emploi, il avait trouvé il logeait chez des amis, il est allé voir l'employeur pour préparer à l'avance. Et là, l'employeur, quand il est arrivé, il dit non, c'est plus 32, c'est 17 $ de l'heure. Fait que là, il dit, ça marche pas. Puis c'est un poste quand même, puis pas le même nombre d'heures. Donc, il a dit non, je regrette, je suis pas capable d'accepter ça. Mais là, demander à cette personne-là, oui, il y a des recours, mais ces personnes-là ne feront pas les recours. Puis ça faisait déjà, puis là, il a fait des démarches incommensurables. Je l'admire d'avoir toujours gardé son sang-froid dans toutes ses demandes de différents gouvernements, différents paliers, la CNSST, entre autres, les normes du travail, les députés provinciales, fédérales, municipales. Et pour en arriver au bout du compte, il dit une chance que j'ai des amis qui m'ont appuyé financièrement parce que mes enfants commencent à s'habituer et à s'intégrer. Mais il dit, j'ai même pas la possibilité. Il y a eu un permis de travail ouvert pendant 3 mois, ce qui était temporaire. Alors donc, la machine, elle est très, très... c'est très gros, là, et c'est beaucoup de demander à ces gens-là d'utiliser les ressources légales, je vais les nommer comme ça, là. Elles ne le feront pas, elles veulent pas, elles ont peur d'être obligées de retourner dans leur pays d'origine. Alors, c'est un petit peu là, les blocages qu'on a dans le terrain. Je vous remercie d'avoir témoigné de ces situations. Je vais céder la parole à des collègues, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Merci, Madame la Ministre. Alors, je me tourne du côté de la députée d'Iberville pour une période de 4 minutes 39 secondes. Parfait. En fait, moi, je voulais simplement vous remercier pour votre implication locale. Là. Ça fait une grande différence. On a nombreux témoignages. Je connais peut-être un petit peu plus personnellement Mme Laplante, qui est de Saint-Jean-sur-Richelieu. Les cas ne manquent pas et les gens qui passent par le droit à l'emploi ne manquent pas de bons mots à votre égard. C'est certain que nous, la régionalisation est au cœur du déploiement de la politique d'immigration. Puis vous êtes des exemples vraiment à prendre en compte pour la régionalisation. Là, vous déployez plusieurs outils. Comment croyez-vous qu'on peut aller plus loin? Puis comment, par exemple, Accompagnement Québec, qui est un nouvel outil qu'on vient de déployer, pourrait mieux vous accompagner et accompagner les immigrants? Merci Audrey de tous ces bons mots. C'est toujours un privilège, effectivement. Mais ce que je pourrais dire par rapport à l'enjeu qu'on va vivre en régionalisation, ce qu'on vit actuellement, c'est qu'avec la diminution du financement qu'on a connu dans la dernière année, l'ensemble des organismes ont dû faire des choix et de décider si on va continuer à mettre beaucoup d'argent en régionalisation ou si on va plus le consacrer en installation. Et nous, actuellement, dans la région, ça rentre tellement de partout. En installation, les besoins et les demandes sont tellement criants
que nos énergies vont beaucoup plus de ce côté-là. Notre souhait est de continuer à faire de la régionalisation, faire connaître la région. Là, on a le privilège dans le Haut-Richelieu de pouvoir avoir une belle délégation et un milieu qui est hautement accueillant et qui s'est mobilisé pour aller recruter, je dirais, et convaincre les gens de s'en venir à Saint-Jean. Fait que c'est plus juste nous qui l'apporte, le volet régionalisation, mais c'est sûr qu'il faut être capable de bien accompagner les gens et qu'on ait le temps de le faire pour leur permettre de bien découvrir la société québécoise, de bien prendre le temps de s'enraciner dans le nouveau milieu dans lequel ils veulent être. Fait que c'est sûr que le financement est au cœur de nos préoccupations parce que là, on va au plus urgent à répondre aux besoins des humains qui se présentent en détresse à la porte. Fait que nos énergies sont plus tournées vers l'installation que la régionalisation. Merci beaucoup. Je voulais passer la parole maintenant à Mme la ministre. Merci. Alors, je vais revenir à la ministre. Il vous reste 1 minute 54. Oui, merci. Alors, je voulais simplement vous signaler qu'on m'informe en fait que les formulaires d'inscription pour Francisation Québec sont également disponibles en anglais et en espagnol. Alors, on va s'assurer que les liens soient davantage visibles parce que vous n'êtes pas le premier groupe qui nous mentionnait que ce n'était pas accessible. Alors, on va faire un petit ajustement pour faire en sorte que ce soit plus visible et accessible aisément. Merci, Madame la Présidente. Merci. Alors, la députée de La Violette-Saint-Maurice, il vous reste 1 minute 24. Merci, bonjour. Merci d'avoir pris le temps là, de venir nous rencontrer, de préparer un mémoire. On sait que c'est quand même assez exhaustif. Vous avez soulevé bon nombre d'embûches, le temps de formation, francisation. Vous parlez des problématiques pour s'inscrire sur le site Internet. Les délais des cours, souvent pour débuter les cours, sont trop longs. Vous demandez d'accompagner davantage, etc., etc. Quelles sont les pratiques les plus prometteuses que vous avez vues sur le terrain? Avez-vous des exemples qui pourraient favoriser l'accueil au niveau de la collectivité? Est-ce que vous avez un exemple terrain à partager? Rosalie, je pense que... Puis-je me permettre, oui, de répondre à cette question? Merci, oui. Madame la députée. En fait, nous avons un exemple de l'Allemagne, pays européen, qui, lui, dans son service d'immigration, dans son système d'immigration, a systématiquement des personnes ressources relais dans la communauté qui sont assignées à chaque personne immigrante qui entre dans le pays. Donc, on ne leur demande pas de s'inscrire à un service quelconque d'accompagnement, mais on leur offre cet accompagnement-là systématiquement dès l'entrée au pays. Donc, ils sont tout de suite associés à une personne ressource relais dans la communauté, surtout les organismes communautaires, les organismes terrains qui ont l'expérience et l'expertise, qui ont les ressources également pour vraiment pouvoir accompagner la personne. Merci. Merci beaucoup. Malheureusement, je dois terminer avec le premier groupe. Je me tourne maintenant du côté de l'opposition. On poursuit nos discussions pour 12 minutes 23 avec la députée de Chaumédé. Merci, Madame la Présidente. Bonjour à vous. Très intéressant. Vous avez mentionné, Madame Roy, je pense que c'est vous qui avez mentionné au début que vous avez aidé au maintien à l'emploi plus que 90 000 personnes. Wow. Ça, c'est globalement, oui. Globalement, sur combien de temps? Les services. C'est annuellement. C'est bon an, mal an, c'est entre 80 000 et 100 000 personnes qui sont desservies par les services des centres conseils en emploi. Mais c'est pas tous en immigration, par contre, là. C'est les gens qui viennent cogner pour avoir des services publics d'emploi via les organismes membres d'Axtra, les centres conseils en emploi. Donc, c'est quand même beaucoup de personnes. Donc, vous trouvez de l'emploi pas seulement aux immigrants, mais aux citoyens aussi. Voilà, exactement. Et sur les 100 organismes, il y en a quand même une trentaine, comme je disais d'entrée de jeu, là, effectivement, qui sont à la fois en entente avec le ministère de l'Immigration, donc qui ont la spécialité de l'accueil et l'établissement, et après, d'assurer les services d'employabilité, là. Wow. C'est bien, merci. Je vais revenir à Madame qui n'a pas pu terminer. Qu'est-ce qu'elle parlait? Je ne me rappelle pas votre nom. Je crois que ça a de rapport avec votre point à la page 3,
1.1, des structures administratives et des lois mieux adaptées aux besoins réels. Je pense que ça a le rapport avec ça, ce que vous disiez. Vraiment, vous parlez de beaucoup de manque d'organisation, organisationnelle, ou prise en charge, lourdeur administrative. Je pense que vous alliez, en donnant l'exemple de l'Allemagne, vous étiez en train d'expliquer ça. J'aimerais que vous continuiez à nous expliquer votre exemple et nous parler un peu plus de ce 1.1, comment on peut améliorer le service. La parole est à vous. Merci beaucoup. Merci, Madame la députée. En fait, oui, ma suggestion, la bonne pratique de l'Allemagne recoupe celui-ci aussi recoupe également l'expertise et l'expérience des centres conseils en emploi dans l'accompagnement, et pas juste des centres conseils en emploi, mais les centres qui ont des ententes avec le ministère de l'Immigration aussi. En fait, c'est que la personne ressources relais est vraiment là pour aider la personne à faire une transition complète à la nouvelle société d'accueil. Donc, qui va vraiment être la personne qui va inculquer les nouvelles façons de penser, qui va informer sur les ressources, qui va accompagner vers ces ressources-là aussi. Donc, ce sont des personnes qui, généralement, sont des personnes de la communauté désignées, donc des organismes désignés, qui ont le mandat d'accompagner les personnes systématiquement lorsqu'elles entrent au pays en Allemagne. Et en fait, ça vient en fait, parce qu'on parle dans le mémoire de surresponsabilisation aussi des personnes immigrantes lorsqu'il en vient au système d'immigration et à leur intégration à la société québécoise. Donc, on vient un peu enlever le fardeau sur la personne immigrante de tout faire individuellement seule, alors que dans le pays d'origine, c'est peut-être pas comme ça qu'il fonctionnait. Puisque ce sont des systèmes plus collectifs, et on le voit sur le terrain aussi, les personnes immigrantes qui arrivent, elles sont habituées d'interagir avec des gens plutôt que des systèmes informatiques ou de la technologie. Ils sont habitués d'avoir quelqu'un à qui ils peuvent se référer directement, que ce soit pour les formulaires ou quoi que ce soit d'autre. Les systèmes d'autres pays, souvent, c'est l'accompagnement des humains qui est préconisé. Et donc, lorsqu'ils arrivent ici et qu'ils se butent à des systèmes technologiques, à des systèmes très individualistes et avec beaucoup de procédures, ils sont un peu perdus, ils sont confus et ils ont besoin de cet accompagnement-là pour les éclairer sur notre manière de fonctionner et sur notre système. Donc, vous parlez de l'Allemagne, mais là, vous avez mentionné d'autres pays. Quel autre pays qui fonctionne de cette manière, accompagnement en personne au lieu de système informatique? Je vais rephraser parce que je crois que mon commentaire a été mal compris. Donc, ce que je dis, c'est que les personnes immigrantes, leur pays d'origine ne fonctionne pas comme le nôtre. Donc, dans leur pays d'origine, ces personnes-là, pour beaucoup, elles vont vers des interactions en personne avec un contact humain pour faire ce genre de choses-là et pour se faire accompagner dans toutes sortes de sphères de la société. Donc, c'est pour ça qu'on suggère, en fait, qu'il y ait cette personne ressource relais-là sur le terrain, parce qu'en tant que tel, ça va donner... C'est un procédé, un processus qui est plus... avec lesquels ils sont plus familiers. Ce sont des référents avec lesquels ils sont plus familiers. Et les personnes ressources sur le terrain, comme nos intervenants dans les centres conseils d'emploi, dans nos organismes communautaires, on a souvent des 10, 15, 20, 25 ans et plus même d'expérience terrain, d'expertise. Donc, on pourrait facilement accompagner ces personnes-là, faire le relais et les doter d'un système à référents plus familier afin d'effectuer une transition plus fluide. Donc, si je comprends bien, les gens qui arrivent ici, on les prend en main et puis on les dirige au bon organisme afin d'avoir un suivi, que cet immigrant, que ce soit un travailleur, n'importe quel statut, qui rentre, on prend en charge. Le ministère ou le gouvernement va prendre en charge, on va pouvoir mieux les guider pour tout le reste qu'ils ont besoin à faire pour s'intégrer et bien vivre ici parmi nous. Voilà, effectivement, on parle ici d'un accompagnement systématique et non pas de demander à une personne migrante de s'enregistrer pour un accompagnement.
J'ai déjà entendu avec d'autres groupes du genre un comptoir d'immigration, là. Mais en même temps, on aura les chiffres des gens qui rentrent et c'est quoi les statuts, où ils sont rendus, qu'est-ce qu'ils font. Ils ne seront pas perdus dans la province. Et puis, on va les aider de cette manière à réussir leur vie au Québec. On va prendre note définitivement. Donc, vous parlez, il faut donner plus de flexibilité et des ressources aux organismes. Pouvez-vous élaborer là-dessus? Bien, je peux commencer, puis mes collègues qui dirigent les organisations terrain vont pouvoir le dire. Là. Il y a des efforts là, considérables qui sont faits là, par le gouvernement pour financer tous ces programmes-là d'aide et d'accompagnement, on le reconnaît, mais on sent un resserrement dans les critères d'admissibilité. Et moi, j'aimerais le dire, là, les intervenants qui travaillent, on sait bien, là, c'est l'humain qui est au cœur de la problématique ici, des personnes nouvellement arrivées, mais on voit, quand on parle de non-flexibilité, on parle aussi d'un accroissement des tâches administratives, une fonctionnalisation des personnes qui travaillent dans les organismes terrain. Donc, à ce moment-là, ça devient difficile là, pour les intervenants. Ils doivent, les critères d'admissibilité répondent pas nécessairement aux besoins. Puis on va pouvoir, dans quelques secondes, donner des exemples concrets par mes collègues, des profils qu'on ne peut pas desservir parce que les critères d'admissibilité ne collent pas à la réalité ou aux nouvelles réalités. Et il faut de la reddition de comptes. C'est des fonds publics, c'est primordial. Mais la raison pour laquelle on prolonge les services du gouvernement auprès de ces organismes terrain-là, c'est justement pour être plus agile, puis pour pouvoir donner un service efficace. Donc, il y a une tendance lourde qui se décide sur les épaules des personnes terrain. Ils doivent de plus en plus se soumettre à une reddition de comptes qui vient amputer le temps d'intervention qu'ils ont carrément avec les personnes les personnes qui le desservent. Donc, peut-être, je ne sais pas qui voudrait donner un exemple concret. Si je pouvais ajouter un élément, bien sûr, parce que quand dans notre organisme, on a les cours de français à temps partiel, on a les objectifs d'intégration qu'on souhaiterait d'ailleurs que toute personne immigrante arrivant sur le territoire qui parle français puisse accéder, peu importe le statut. Ça en fait partie des valeurs communes de l'histoire du Québec et donc faciliter l'intégration et déjà de se créer un réseau. Ces personnes-là qui viennent en français à temps partiel, une fois qu'ils comprennent un peu plus le français, on voudrait bien les intégrer, mais si on a le statut de demandeur d'asile, on doit leur dire non. C'est un crève-cœur. On est des gens en relation d'aide. Puis on travaille tous autour de la table sur écran. Là. On est tous là pour la même mission, je crois, et j'aime le croire, qu'on est tous là pour faciliter et réussir l'intégration et le maintien en emploi au Québec. Ça en fait partie. Vous mentionnez ici, encore à la page 3, point E. Elle néglige certains aspects de la réalité multidimensionnelle des personnes immigrantes, notamment pour ce qui est francisation au Québec et les délais imposés par la nouvelle loi 96. Comment la loi 96 affecte? Parce que Rosalie va pouvoir y aller là-dessus, peut-être. Oui, très bien. Merci. Donc, en fait, la loi 96... Bon, les personnes immigrantes, quand elles arrivent ici, elles ont énormément de préoccupations, des préoccupations d'installation, des préoccupations financières, des préoccupations éducatives par rapport à l'école de leurs enfants, par rapport à toutes les sphères de notre société qui ont besoin d'être faites. Donc, ils ont énormément de préoccupations. Ils ont également, dépendamment des statuts, des préoccupations qui sont totalement différentes. Les demandeurs d'asile vont avoir souvent des préoccupations beaucoup plus élevées et beaucoup plus énormes que d'autres strates de l'immigration, simplement par leur statut et par leur parcours migratoire en tant que tel. Donc, souvent, il y a des stress post-traumatiques avec lesquels on doit gérer. Souvent, il y a des réalités également de devoir déposer un dossier pour se faire entendre à la Commission des réfugiés dans les 45 jours suivant l'arrivée, avec toute la paperasse administrative qui vient avec ça. Donc, en tant que telle, cette réalité-là fait en sorte que lorsqu'on vient pour apprendre le français et aussi, le 6 mois, quand on parle de pénurie de professeurs en francisation, quand on parle de délai d'attente un peu plus long. Excusez-moi. Donc, oui? la loi 96, c'est la partie de 6 mois que vous trouvez pas pratique. C'est ça?
effectivement, elle engendre des défis d'intégration quand même assez énormes dus à ces réalités multidimensionnelles-là et toutes les autres sphères de l'immigration. Donc, en 6 mois, si la personne, chez nous, ce qu'on remarque, c'est que lorsqu'on essaie d'inscrire quelqu'un en francisation, souvent, ils doivent attendre 2-3 mois, si ce n'est pas même une session complète. Donc, lorsque une session complète est de 3-4 mois, il ne reste que 2 ou 3 mois à la personne pour apprendre le français adéquatement avant de ne plus pouvoir recevoir de services dans une autre langue. Une dernière question avant la fin. Est-ce que les gens qui viennent ici veulent apprendre le français, oui ou non? Absolument, absolument. Donc, le 6 mois, c'est pas grave. Il faut donner le temps jusqu'à ce qu'ils soient à l'aise en français, c'est ça? Oui, tout à fait. Bien, j'apprécie beaucoup votre temps. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, Madame la députée. Alors, on termine cette audition avec le député de Saint-Henri-Sainte-Anne pour une période de 4 minutes, 8 secondes. Merci beaucoup. Très intéressant. Mémoire bien détaillée aussi. Merci beaucoup. Je reviens à la page 5. Vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure sur les permis de travail fermés, les solutions aux permis de travail fermés. Bon, vous avez lancé dans votre mémoire l'idée du permis sectoriel. Vous avez parlé un petit peu aussi qui pourrait être ouvert tout simplement. Bref, est-ce que vous avez une position qui est fixe ou si finalement vous recommandez des assouplissements généraux en vous disant, bon, il faut juste absolument sortir du régime actuel finalement? Bien, rapidement, pour répondre clairement, on tend vers une ouverture. Notre position, c'est vraiment d'aller vers une ouverture des permis pour toutes les raisons qu'on a nommées, et dans le mémoire et dans l'audition aujourd'hui. Et particulièrement dans un contexte, le contexte actuel d'un marché du travail qui est très serré, on ne peut pas se permettre collectivement de perdre les compétences. Et ce qu'on voit là, on ne l'a pas nommé, mais je pense que les intervenants précédemment devant cette commission-là qui l'ont fait, on regarde les profils de compétences, la hauteur, le degré de scolarité des personnes demandeuses d'asile. C'est quand même assez élevé. Il y a beaucoup de gens qui arrivent en ce moment. Ils sont pris aussi, les personnes nouvellement arrivées, ils ont des taux de diplomation élevés. On a vraiment une adéquation entre les besoins du marché du travail, les compétences des individus n'est clairement pas fait et la non-ouverture des permis de travail vient vraiment freiner cette adéquation-là dont on a besoin collectivement en raison de la crise de main-d'œuvre. Parce que les demandeurs d'asile ont un permis de travail ouvert et ça se passe bien. Là. Il n'y a pas de problématique. Si un employeur abusif, il le quitte et voilà. Mais c'est très court. Comment? Bien, ce que j'allais ajouter, c'est que oui, pour les demandeurs d'asile, ils ont permis ouvert, donc ils peuvent quitter, mais ils n'ont pas accès aux services d'employabilité des demandeurs d'asile. Mais si on prend les travailleurs étrangers temporaires, je vais vous donner un cas de figure qu'on a vécu dernièrement où 2 travailleurs étrangers sont arrivés avec un permis de travail fermé destiné à un employeur dans le secteur de la construction. Par le temps qu'ils arrivent, l'employeur a perdu certains contrats, donc ne peut plus leur garantir leurs 40 heures semaine. Résultat, ils travaillent en moyenne 15-18 heures semaine et l'employeur ne veut pas faire de mise à pied puisqu'il a déjà investi pour aller chercher les travailleurs. Il dit, bien, éventuellement, on va retrouver d'autres contrats, mais eux ne sont pas capables de subvenir à leurs besoins. Fait qu'on se prive de cette main-d'œuvre-là parce qu'ils travaillent à temps partiel, sont incapables de se nourrir, de payer leur logement et sont pris un peu dans une situation parce qu'ils ont un permis fermé. Ouais. Fait qu'on peut pas les aider à trouver un autre travail pour venir combler le manque à gagner. Puis Immigration Canada n'est pas particulièrement rapide à réagir ou à émettre un permis de travail dans une situation de vulnérabilité. Là, on le voit, je veux dire, vous êtes plusieurs groupes à l'avoir dénoncé. Il y a des demandes qui sont faites pour ouvrir le permis. Il n'y a presque pas de réponse, ou en tout cas, c'est très compliqué. Ce qui revient à ce qu'on proposait avec d'autres groupes, l'idée de faire une autorisation de travail québécoise, finalement, parce que, je veux dire, le Québec a énormément de compétences en matière de travail. Le Québec pourrait délivrer une autorisation par son ministère de l'Immigration en disant, vous savez quoi, moi, je réalise que vous êtes dans une position vulnérable, difficile et précaire. Moi, je vous permets, en tant que gouvernement du Québec, de travailler à tel autre endroit ou d'ouvrir votre permis, parce qu'après tout, au final, je veux dire, le Québec est responsable de sa juridiction de compétences du travail. Vous en pensez quoi? Oui, effectivement, ça pourrait, disons, solutionner beaucoup de délais, mais j'aimerais mettre, parce que là, j'aimerais mettre la lumière sur ce que ma collègue, Mme Atlante, a dit. C'est important pour les personnes demandeuses d'asile d'avoir accès à des services rapidement.
Bien, parce que j'aimerais juste, parce que il y a des projets pilotes qui ont été financés dans le cadre du dernier budget provincial. On salue, mais c'est au compte-gouttes. C'est au compte-gouttes. Vous savez, les volumes, ça rentre à pelleter. Il y a des listes d'attente. Il faut que les personnes demandeuses d'asile, au-delà du permis de travail, il faut vraiment qu'il y ait accès rapidement à des services d'employabilité. Merci et ça, beaucoup. C'est timide ce qui a été fait. Je suis désolée, mais je dois vraiment insister là-dessus. Je dois vous arrêter. Tout le temps que nous avions pour cette audition est écoulé, mais je vous remercie infiniment pour avoir déposé votre mémoire, pour avoir expliqué vos recommandations aussi. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et pour les membres de la commission, je suspends quelques instants le temps de recevoir notre prochain